Cette vidéo est sponsorisée par Surfshark. 2 mois, et oui, ça fait déjà 2 mois que les astronautes de la mission Starliner de Boeing sont bloqués sur l'ISS. Quand vont-ils revenir sur Terre et comment? On vous en parle aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Salut les terriens, c'est Quentin, bienvenue sur le journal de l'espace. C'est encore une actualité spatiale chargée que nous avons eue cette semaine, et nous parlerons de tout ça dans 1 minute, puisque la vidéo du jour est sponsorisée par Surfshark VPN, qui accompagne le développement du journal de l'espace depuis plus de 3 ans maintenant. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, un VPN, c'est un réseau privé virtuel, un outil de protection de la vie privée qui est aujourd'hui devenu incontournable. Surfshark permet par exemple d'utiliser vos données personnelles sur internet en toute sécurité, sans que les grandes sociétés ou les cybercriminels puissent espionner vos activités en ligne, en créant en quelque sorte un tunnel opaque où toutes vos informations peuvent transiter protégées. Avec ça, au revoir les publicités ciblées, et d'ailleurs vous aurez aussi beaucoup moins de publicité tout court avec le bloqueur de pub intégré. Même chose, si vous êtes en déplacement, connecté sur un Wi-Fi public, qui est en général une mine d'or pour les pirates, eh bien Surfshark protège votre connexion très facilement en chiffrant toutes vos données. Un simple clic suffit pour être protégé, et ça sur absolument tous vos appareils avec un seul compte. Vous allez aussi pouvoir garder votre liberté numérique lorsque vous voyagez à l'étranger, dans des zones où internet est restreint, et pouvoir débloquer tous les contenus qui ne sont pas accessibles dans le pays dans lequel vous vous trouvez. C'est le cas par exemple si vous souhaitez accéder à toutes les séries sur Netflix ou Amazon Prime qui ne sont pas disponibles en France, ou d'un simple clic vous pouvez faire croire que vous êtes par exemple ici au Canada, vous rafraîchissez le navigateur et ça y est, tout devient disponible. Avec le code ESPACE, vous pouvez bénéficier d'une offre exclusive Surfshark avec jusqu'à 4 mois supplémentaires gratuits. Le lien pour en profiter est dans la description de la vidéo. Encore une fois, un grand merci à Surfshark de soutenir le journal de l'espace. Allez les terriens, maintenant on passe à l'actu, je vous souhaite une très bonne vidéo. Ce qui était censé être une simple escapade d'1 semaine pour les astronautes de la NASA, arrivés à bord de l'ISS avec la capsule Starliner de l'entreprise Boeing, pourrait bien se transformer en une colocation spatiale de, tenez-vous bien, 8 mois. Pourquoi ça me direz-vous? Eh bien, face à tous les soucis rencontrés avec la capsule Starliner, toujours arrimée à la station, la NASA envisage plutôt par sécurité de rapatrier ces braves aventuriers à bord d'un vaisseau SpaceX, rival de Boeing. La décision finale concernant le Starliner, qui a récemment connu des soucis de propulsion aussi rassurants qu'un frein qui lâche en descente, est attendue pour la fin du mois d'août. En attendant, les responsables de la NASA planchent déjà avec SpaceX pour une mission Crew 9 qui pourrait décoller le 24 septembre, mais avec seulement 2 astronautes à bord au lieu des 4 habituels. Seulement 2 puisque, vous l'aurez compris, il faut garder de la place pour Butch Wilmore et Sonny Williams, les 2 courageux testeurs du Starliner bloqués sur l'ISS. Et oui, si ce scénario se concrétise, Boeing devra ramener son vaisseau Starliner à vide, tel un Uber Phantom. Il n'y a donc pas de quoi se vanter pour Boeing, qui n'a pas brillé par ses succès récents dans l'espace. Steve Stich, le grand Manitou du programme d'équipage commercial de la NASA, a avoué que des débats intenses étaient en cours pour trouver la meilleure solution, avec Boeing qui assure que tout va bien, après des tests au sol pour recréer les problèmes rencontrés dans l'espace. Cependant, Boeing n'a pas jugé bon de participer à la dernière réunion d'information, ce qui a amplifié la sensation d'un petit froid, spatial. Pour ceux qui se demandent ce qui a bien pu se passer avec les propulseurs du Starliner, Stich a expliqué qu'il s'agissait d'un étranglement du flux de carburant dans une valve et une surchauffe digne d'un four à pizza. Ajoutez à cela des fuites d'hélium et vous avez un cocktail explosif qui a nécessité des tests intensifs au White Sands Testing Facility au Nouveau-Mexique. En résumé, la NASA insiste sur le fait que revenir avec le Starliner reste l'option principale, mais si nos 2 astronautes reviennent finalement avec SpaceX, ce sera un énorme camouflet pour Boeing. SpaceX de son côté savoure sans doute son succès après avoir transporté des dizaines de personnes depuis son premier vol avec équipage en 2020, tandis que Boeing bataille avec des bugs, des rubans adhésifs inflammables et des lancements avortés. En bref, entre Boeing et SpaceX, la compétition spatiale continue, avec ses hauts et ses bas, ses fusées et ses ratés.
Boeing, l'illustre constructeur aéronautique, n'a pas passé l'été le plus paisible, c'est le moins que l'on puisse dire. Déjà accablé par les déboires de sa capsule spatiale Starliner, comme on vient de le voir, un nouveau rapport gouvernemental américain est venu encore plus enfoncer le clou. On pourrait même dire que Boeing a pris un bon uppercut de la part du bureau de l'inspecteur général de la NASA. Ce rapport cinglant est sorti jeudi 8 août, il ne se contente pas de soulever des petits problèmes, non, cette fois il remet carrément en question les standards de qualité de Boeing pour les projets spatiaux de la NASA. Ici, c'est la fameuse fusée Space Launch System, le SLS, et pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est cette fusée qui est censée ramener les États-Unis sur la Lune. Alors qu'est-ce qui est reproché exactement à Boeing ? Eh bien pour commencer, les systèmes de contrôle qualité de l'entreprise sont apparemment aussi fiables qu'une vieille auto un jour de canicule. Pire, certains problèmes sont connus mais n'ont même pas été corrigés par l'entreprise. Et attendez, ce n'est pas tout, d'après l'inspecteur général, les employés de Boeing travaillant sur le projet SLS ne sont pas tous des experts de l'aérospatiale et manquent cruellement d'expérience. Certains témoignages anonymes estiment que c'est un peu comme si on demandait à un plombier de faire de la chirurgie cardiaque. Bon, c'est peut-être un petit peu sévère dit comme ça, mais ça reflète bien l'ambiance générale chez Boeing, qui n'avait vraiment pas besoin de ça en ce moment. Pendant ce temps, le premier vol habité de la capsule Starliner, qui était censé être la consécration de Boeing après des années de galère, a tourné au cauchemar. Comme on le disait juste avant, c'est une fuite d'hélium et des problèmes de propulseurs qui ont laissé 2 astronautes coincés en orbite. Bon, vous imaginez la scène ? Les pauvres devaient rentrer après 8 jours dans l'espace, mais se retrouvent finalement à faire du camping spatial depuis 2 mois, et ça pourrait durer encore plus longtemps comme je vous l'ai expliqué dans le sujet précédent. Mais revenons au rapport qui nous intéresse. Il révèle que le coût de construction de l'étage supérieur du Space Launch System a explosé, passant de 962 millions de dollars en 2017 à une prévision de 2,8 milliards de dollars en 2025, c'est presque 3 fois plus que prévu, sans prendre en compte l'inflation. Et quant au délai, on parle d'une livraison reportée de février 2021 à avril 2027, ça laisse franchement peu rêveur. Il faut savoir également qu'entre 2021 et 2023, les agents de surveillance fédéraux ont émis 71 demandes de mesures correctives pour remédier aux lacunes en matière de qualité de Boeing. Aujourd'hui, ce n'est donc pas vraiment une surprise pour l'entreprise, qui d'après les conclusions des experts semble n'en faire qu'à sa tête. Alors bon, enfoncer Boeing c'est bien beau, mais le SLS doit tout de même assurer sa mission coûte que coûte, et pour ça la NASA se veut rassurante. Catherine Kerner, une haute responsable de l'agence, a affirmé que les programmes de vol habité sont aux normes techniques et programmatiques les plus élevées. Mais le rapport recommande tout de même des pénalités financières pour Boeing, histoire de bien remettre les pendules à l'heure. Sauf que la NASA a décidé de ne pas les imposer. Allez comprendre. La fusée SLS et le vaisseau spatial Orion doivent ramener sur la Lune les États-Unis avec une seconde mission habitée prévue l'année prochaine, et la mission que tout le monde attend ensuite, c'est Artemis 3, où des astronautes américains fouleront de nouveau le sol lunaire. La NASA planche aussi sur une version plus puissante du SLS, le Block 1B. Ici aussi pas de surprise, le projet a pris du retard et a vu ses coûts grimper en flèche. Cette explosion du budget n'est d'ailleurs pas étrangère aux coupes budgétaires de la NASA dont nous vous parlons régulièrement. C'est le cas des missions phares de l'agence spatiale comme l'envoi d'un engin volant sur Titan, la fameuse mission Dragonfly, ou le retour des échantillons martiens, c'est la fameuse mission Mars Sample Return. En gros, l'aventure spatiale de la NASA avec le SLS ressemble plus à un épisode de cauchemar en cuisine qu'à une épopée glorieuse, mais on espère qu'un peu d'ordre sera bientôt amené dans l'entreprise et que les astronautes poseront enfin le pied sur la Lune sans avoir à se soucier de propulseurs capricieux ou de fuites d'hélium. Rappelez-vous que la NASA n'a pas le droit à l'erreur dans cette course à la Lune, où la Chine est le premier challenger. On commence même à se demander s'ils ne vont pas arriver finalement les premiers. La NASA a décidé de mettre un peu de piment dans la conquête lunaire. En avril, elle a confié des contrats d'études de faisabilité à 3 entreprises, Intuitive Machines, Lunar Outpost et Venturi Astrolab. Ces 3-là ont désormais 1 an pour peaufiner leur conception de rover lunaire. Ces petits bolides seront les compagnons de route des astronautes lors des prochaines missions Artemis et pourront aussi être téléopérés depuis la Terre quand nos aventuriers de l'espace seront en congé. Après cette année 2024 consacrée au développement de projets préliminaires, la NASA choisira l'heureux élu pour construire et tester son rover sur la Lune, et ensuite l'agence spatiale ne fera pas de sentiment, elle louera le rover comme on loue une voiture pour le week-end. Quand la NASA ne l'utilisera pas, l'entreprise pourra très bien proposer ses services à d'autres clients. Imaginez un peu, on pourra louer un rover lunaire comme on loue un Airbnb.
Alors pourquoi un seul rover pour la NASA ? Eh bien parce que malheureusement, comme on le répète depuis de nombreuses années, le budget n'est pas extensible à l'infini. Chris Hansen, l'un des chefs du programme de mobilité lunaire de la NASA, a expliqué que ce choix permet de ne pas trop dépasser les budgets tout en accomplissant la mission. Cette stratégie peut vous paraître osée, mais elle n'est pas vraiment une surprise. Elle a déjà été mise à l'épreuve avec le programme des combinaisons spatiales, où Collins Aerospace a jeté l'éponge sur une commande de combinaison pour l'ISS, laissant Axiom Space en solo pour les sorties lunaires d'Artemis. Vanessa Vish, la boss du Johnson Space Center, a précisé que malgré tout, la NASA cherche toujours à maintenir la concurrence pour avoir un plan B en cas de pépin technique, parce que oui, diminuer les coûts c'est bien beau, mais c'est aussi à double tranchant. Cependant, pour le contrat des rovers lunaires, le financement reste une contrainte majeure. Steve Munday, responsable du projet des rovers à la NASA, a bien insisté sur le fait qu'ils aimeraient bien avoir plus d'une entreprise en lice, mais les finances disent non. Il a même ajouté que plus de concurrence serait idéal pour réduire les risques. Dit autrement, avec les coûts du SLS qui ont explosé, la NASA n'a plus le choix, c'est un seul rover ou rien. Comme quoi, les déboires de Boeing dont je vous parle dans ce journal de l'espace sont des répercussions sur tout le programme Artemis, même si elles ne sont bien sûr pas la seule et unique cause. Les 3 entreprises sélectionnées ont été plutôt discrètes sur les détails de leur projet. On les comprend car la concurrence est rude, le modèle commercial de chaque entreprise reste donc un mystère. Trent Martin d'Intuitive Machines a expliqué que leur proposition devrait prouver que leur projet était viable et durable. Forrest Mayen de Lunar Outpost a décrit leur modèle comme non linéaire et classifié, tandis que John Murator d'Astrolab a rassuré en disant que les coûts d'exploitation une fois sur la Lune seraient faibles. En bref, la NASA joue le jeu de la concurrence tout en gardant un œil attentif sur son portefeuille, alors que le meilleur gagne, et surtout que la Lune soit le théâtre de nouvelles aventures incroyables. Vous pouvez bien évidemment compter sur nous pour vous tenir informé dès que le projet final sera sélectionné. Le 6 août dernier, la Chine a lancé sa fusée Long March 6A depuis le port spatial de Taïwan. Cette mission a mis en orbite un premier lot de 18 satellites plats appelés Qianfan, comme 1000 voiles, à environ 800 km d'altitude. L'étage supérieur de la fusée, spécialement modifié pour permettre des redémarrages multiples, a fait parler de lui de manière inattendue. Le lendemain, le 7 août, Slingshot Aerospace, une société spécialisée dans le suivi spatial et l'analyse de données, a détecté un champ d'au moins 50 débris issus de cet étage supérieur. Alors, était-ce un problème de passivation ou d'isolation de l'étage, ou une rupture pure et simple de la fusée ? Le suspense n'a pas duré longtemps. Le 8 août, le commandement spatial américain, l'US Spacecom, a confirmé que la fusée s'était bel et bien désintégrée, générant plus de 300 morceaux de débris. Une autre société, Leo Labs, qui surveille l'orbite terrestre basse grâce à un réseau mondial de radars, a annoncé plus tard que leurs appareils avaient repéré au moins 700 fragments de débris et potentiellement plus de 900. Ces débris se promènent joyeusement dans le même plan orbital que les 18 satellites déployés. D'un point de vue spatial, on peut quand même parler d'une catastrophe. Ces morceaux de fusée sont à une altitude où la traînée atmosphérique est quasi inexistante et pourraient bien rester en orbite pendant plusieurs décennies. Selon l'agence spatiale européenne, il y a eu plus de 640 ruptures, explosions, collisions ou événements anormaux ayant causé des fragmentations. Bon, je vous parle de ça, c'est depuis les débuts de l'exploration spatiale. Et actuellement, on compte environ 40 500 débris de plus de 10 cm, 1 million compris entre 1 et 10 cm, et 130 millions de fragments de 1 mm à 1 cm. Autant vous dire qu'on commence à avoir affaire à un véritable champ de mine spatiale. La fusée Long March 6A, développée par l'Académie des technologies spatiales de Shanghai, utilise des étages à noyau kérosène-oxygène liquide avec des propulseurs à poudre et peut emporter 4500 kg jusqu'à une orbite héliosynchrone de 700 km. Sa masse sèche est d'environ 5800 kg et depuis son premier lancement en mars 2022, elle a déjà volé 7 fois. L'administration nationale de l'espace de Chine, la CNSA, n'a pas jugé bon de commenter cette petite mésaventure spatiale, mais c'est pourtant la deuxième fois que l'étage supérieur de cette fusée se désintègre en orbite. En novembre 2022, un incident similaire avait généré 533 fragments catalogués par le 18e escadron de défense spatiale américain. Pour éviter ce genre de tracas, on sait que l'Institut d'ingénierie des systèmes aérospatiaux de Shanghai a rédigé des exigences détaillées pour l'élimination des étages orbitaux des lanceurs. Le but est de réduire les risques de création de débris et surtout d'éviter les collisions. Ces normes, qui devaient être mises en œuvre le 1er janvier 2024, incluent la désorbitation des étages usagés et la passivation pour éviter les explosions. Mais bon, comme on peut le constater, ces consignes n'ont pas été prises en compte.
Ce lancement du 6 août marque le début d'une ambitieuse méga-constellation de communication en orbite basse, connue sous le nom de code G60 ou Qianfan, comme je vous le disais en introduction. Shanghai Spacecom Satellite Technology, SSST, la société derrière cette constellation, prévoit de lancer plus de 14 000 satellites. Il reste maintenant à voir quel rôle la Longue Marche 6A jouera dans ce vaste projet. Si les problèmes des débris ne sont pas résolus, c'est une catastrophe qui s'annonce en orbite. On ne peut maintenant qu'espérer que l'ESA et la NASA rappellent à la Chine ses obligations. C'est donc une affaire à suivre. Merci d'avoir suivi l'actualité spatiale sur le Journal de l'Espace et merci au sponsor Surfshark de soutenir l'émission d'aujourd'hui. Vous retrouverez tous les détails de l'offre promo dans la description. N'oubliez pas, comme d'hab, le pouce de YouTube. On se retrouve très vite sur la chaîne. Salut les terriens!